La loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche a inscrit l'intégrité scientifique dans le code de la recherche et dans celui de l'éducation. Cette loi impose à ceux qui mènent des travaux de recherche de respecter les exigences de l'intégrité scientifique et crée des obligations particulières à la charge des établissements contribuant au service public de la recherche. En outre, cette même loi crée pour les doctorants une obligation de prestation de serment par lequel ceux-ci s'engagent à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique. Je ne sais pas où en est cette obligation de prestation de serment. On va en parler avec Gilles Salbert et Claude Ferrec dans quelques instants. Voilà. Mais quel est le rôle, et donc, non, dernière idée, un décret de 2021 a précisé les obligations des établissements concernés en matière d'éthique, en particulier celle de désigner un référent ou une référente à l'intégrité scientifique, nom de code RIS. Mais quel est le rôle exact, finalement, d'un référent? De quelle manière peuvent-ils concrètement aider les doctorants au cours de leur thèse et dans la suite de leur parcours? De quel type de questions sont-ils saisis? On en parle avec deux référents intégrité scientifique, deux référents intégrité scientifique d'établissement délivrant le doctorat en Bretagne, Claude Ferrec et Gilles Salbert. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Gilles Salbert, vous êtes responsable de l'équipe Sparte à l'Institut de génétique et développement de Rennes. Et donc, en plus, comme si ça ne suffisait pas, vous trouvez le temps d'être référent intégrité scientifique. Et Claude Ferrec, bonjour, vous êtes professeur émérite, Bonjour. responsable intégrité scientifique à l'UBO. On est super content de vous avoir. Je vous donne la parole dans quelques petites secondes. Avant, je propose d'interrompre le sondage que je lançais à la fin de la conversation avec Jean-Marcel Piriou, mettre fin au sondage. Et attention, partager les résultats. Alors, je rappelle la question, c'est le chercheur n'est pas responsable de l'utilisation qu'on peut faire de ces résultats. D'accord, pas d'accord. 57% pas d'accord, 43% d'accord. Voilà, je ne commente pas, je voulais juste, pour mon usage presque personnel, très égoïste, avoir un point de vue. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à ce sondage. Allez, c'est parti pour notre conversation. Donc pareil, hein, on va pouvoir échanger à bâton rompu avec vous, Gilles Salbert et Claude Ferrec, sur ce que c'est qu'un RIS, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Et puis à la fin, donc déjà 30 minutes, 35 minutes, on prendra bien sûr un temps d'échange avec les intervenants. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de sondage, j'en relance un. Décidément, je suis très sondage aujourd'hui. Je voulais vous demander si... non, le sondage ne fonctionne pas, c'est pas très grave. Hop, bon, c'est pas grave. Première question. Intégrité scientifique, éthique de la recherche, déontologie des métiers de la recherche. Quelle différence, Gilles Salbert? Comment est-ce qu'on peut délimiter le périmètre des missions et donc par contraste de tout ce que ne fait pas le référent intégrité scientifique? D'accord. Je voulais commencer par vous dire bonjour à toutes et tous et puis remercier Jean-Marcel aussi pour sa discussion sur l'éthique qui était très, très intéressante comme d'habitude avec Jean-Marcel et une très, très belle introduction sur ce qu'est l'éthique et le lien avec la déontologie, l'intégrité scientifique. Euh, En fait, tous ces éthiques, déontologie, intégrité, ça correspond à suivre des règles de conduite qui sont édictées par la profession qu'on exerce ou le corps professionnel auquel on appartient. Et parfois les différences sont assez ténues, mais il existe des dispositifs qui sont très différents en fait pour gérer ces différentes questions. Si on parle de déontologie, par exemple, il y a un référent déontologue dans tous les organismes. Les universités ont leur référent déontologue qu'on peut aller questionner, par exemple, si on s'interroge sur est-ce qu'on a le droit de cumuler des activités. Donc, ce sont des questions très précises auxquelles le référent déontologue doit pouvoir répondre et qui ne sont pas couvertes par les référents intégrité scientifique et qui ne sont pas non plus des questions qu'on pose à un comité d'éthique. Pour ce qui est de l'éthique de la recherche, alors il y a effectivement toutes ces grandes réflexions autour des implications des développements scientifiques qui sont débattus dans différentes instances, mais d'un point de vue plus pragmatique, quand on veut mettre en place une étude de clinique, par exemple, eh bien, on a des règles à suivre. Il y a des règles qui existent de mise en place de protocoles. Et là, on va questionner eh bien, le bon comité par rapport
à l'objet de notre recherche. Si ce sont des humains, on ira voir un comité d'éthique ou un comité de protection des personnes. Si c'est de l'animal, on a aussi des comités d'éthique de l'expérimentation animale qui sont prévus pour effectivement encadrer des protocoles expérimentaux et faire en sorte de conseiller les chercheurs dans l'élaboration de leurs protocoles et aussi les valider parce que, et ça c'est important parce que beaucoup de journaux maintenant demandent une certification par un comité d'éthique de la recherche qui est publiée. D'accord. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis enfin, il y a l'intégrité scientifique qu'on va peut-être discuter plus en profondeur aujourd'hui. Sont toutes les règles qui régissent les bonnes pratiques ou qui définissent ce qu'on peut appeler des bonnes pratiques en production et diffusion des résultats d'expérience. Et là, il y a effectivement depuis quelques années obligation aux institutions et aux établissements d'avoir un référent intégrité scientifique qui est unique pour une université, qui va couvrir toutes les disciplines en fait, mais qui peut se faire aider par des experts si les dossiers sont un petit peu trop compliqués par rapport aux compétences initiales du référent. Donc voilà un peu Comment les choses se distinguent. Alors, j'ai lancé dans le chat un sondage. Avant ce webinaire, aviez-vous déjà entendu parler des référents à l'intégrité scientifique? On va avoir la réponse dans quelques instants. Je peux vous dire, pour l'instant, ça paraît plutôt équilibré comme type de réponse. Claude Ferrec, bonjour et merci Bonjour. d'être avec nous. On est très, très heureux. Vous êtes, je le rappelle, professeur émérite responsable intégrité scientifique à l'UBO, référent intégrité scientifique à l'UBO. Est-ce qu'on peut... alors, vous savez combien de temps que vous êtes référent? Oh, ça fait 2 ans à peu près, 2 ans et demi, oui. 2 ans. D'ailleurs, peut-être une Mm. question perso que je peux vous poser à tous deux. Oui, Qu'est-ce bien qui sûr. fait, compte tenu de vos agendas de ministre, que vous avez eu envie, à titre personnel, vous impliquer, je pose la question d'abord à Claude Ferrec, ensuite à Gilles Salbert, vous impliquer dans cette mission de référent intégrité scientifique? Écoutez, pour ce qui me concerne, en tout cas, comme j'étais devenu un petit peu prof émérite, c'est-à-dire que j'avais atteint l'âge limite d'intervention à l'hôpital et à la faculté. Et donc, j'avais un peu plus de temps et encore l'envie d'être utile. Et donc, quand on m'a proposé effectivement de prendre en charge cette fonction, j'ai accepté bien volontiers parce que je pense que c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas à 30 ans, quoi. C'est quelque chose il faut avoir de l'expérience, il faut avoir quand même vécu, il faut avoir connaissance de son métier et puis plus généralement de la science parce que ça demande de la maturité en fait. Un peu d'expérience. Gilles Salbert, même question. Qu'est-ce qui vous a emmené dans cette direction? Alors, moi, je suis pas émérite, donc j'ai une charge d'enseignement, de recherche, et puis aussi d'intégrité scientifique. Euh, alors, moi, ce qui m'a décidé à accepter, en fait, je suis pas spontanément allé voir le président de l'université en lui disant, j'ai envie d'être référent intégrité scientifique. C'est les services de la présidence qui m'ont contacté. Et je trouvais la mission intéressante. Et surtout, j'avais été, je crois, ce qui a beaucoup joué dans ma prise de décision, c'est que j'avais été observateur d'un événement de fraude pendant que j'étais en thèse. Enfin, j'étais pas dans le labo où il y avait la fraude, mais j'étais dans le labo d'à côté. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu Chamboulé. la façon dont le cas a été traité, etc., etc. Donc j'étais sensibilisé dès la thèse à ces questions d'intégrité et de traitement, en fait, des manquements à l'intégrité. Ce qui fait que quand on m'a proposé, oui, j'ai trouvé la mission intéressante. Hmm. Alors, revenons-en à ce périmètre d'action, Claude Ferrec. Vous alliez nous expliquer quelles étaient les principales missions du RIS. C'est quoi, en gros? Finalement, comment vous décrivez ce job? Ben, je pense que finalement, je le décrirais par une image un peu en miroir, quoi. Quels sont les manquements finalement à l'intégrité scientifique? Quels sont les manquements auxquels on peut être confronté quand on est responsable d'intégrité scientifique et en particulier? Alors ça peut toucher pas mal de choses finalement. Ça peut toucher la planification et la mise en œuvre d'un projet.
hein. Donc là, il peut y avoir des problèmes d'autorisation nécessaire qui n'ont pas été obtenus. Il peut y avoir des problèmes de consentement des participants, et c'est particulièrement vrai en médecine, hein. Le consentement est extrêmement important. Il y a des problèmes de non-respect des protocoles. En fait, donc ça, c'est de la planification, en fait, la mise en œuvre d'un projet, mais il y a aussi la gestion des pratiques, hein, qui est importante. Et j'ai été encore récemment confronté à cela sur des falsifications d'images, par exemple, hein, qui sont toujours un peu difficiles à tracer, sur des traitements statistiques problématiques, sur des sélections de données qui peuvent aussi, il peut y avoir des jeunes scientifiques qui sont un peu, qui ont envie de finalement d'éliminer certaines données pour les traiter, etc. Donc tout ça, Mm. c'est dans la gestion des pratiques, c'est important. Et puis il y avoir des manquements à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des pratiques en termes de communication, en termes d'autorat sur les publications, hein. C'est souvent un sujet, hein, très L'autorat, sensible ouais, le finalement, fait hein, de ne pas être bien crédité comme il faudrait dans un papier, c'est un sujet qui voilà, revient souvent. il peut y avoir une grande frustration, voire plus, sur un jeune scientifique qui tout d'un coup a fait le travail et Mm. n'est pas quelque part mis à la place qu'il mérite dans une publication, par exemple, hein. Sur un défaut d'impartialité aussi, hein. Donc tout ça, c'est vraiment une pratique importante, hein. Et puis il peut y avoir des problèmes d'interaction entre les pairs, hein. Vous savez que euh, il peut y avoir des appropriations de projets de recherche, il peut y avoir des appropriations d'idées, des déficits. Enfin, tout ça, c'est quand même aussi des manquements à l'intégrité scientifique, hein. Et puis, il peut y avoir des non-déclarations de conflits d'intérêts, hein. C'est particulièrement vrai pour des gens, par exemple, qui travaillent sur un projet et qui n'ont pas déclaré qu'ils étaient aussi financés par l'industrie pharmaceutique, par exemple. Vous avez des non-déclarations. Donc tout ça, c'est des manquements finalement peuvent poser problème et sur lesquels on peut être, bien sûr, on peut et on doit être interrogé, quoi, hein. Et puis, on sait aujourd'hui, et c'était peut-être moins évident autrefois, mais encore que peut-être que Gilles a une expérience plus importante que la mienne, il peut y avoir des formes graves qui sont passibles de sanctions disciplinaires, voire pénales aujourd'hui, quoi, hein. C'est Mm. à peu près clair avec sur des falsifications de données, par exemple. Et ce que l'on voit, et ça a été bien documenté même par des commentaires dans Nature et récemment, c'est que le nombre d'articles rétractés est en augmentation considérable ces 3, 4 dernières années, hein. Donc ça témoigne bien finalement à la fois de probablement cette pression à la publication et cette nécessité finalement d'une intégrité scientifique sur la qualité des publications, quoi. Ouais. Voilà. Donc tous ces manquements finalement qui touchent des domaines assez variés, sont importants à prendre en compte et donc le message un peu que je voulais dire aux jeunes aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'ils hésitent s'ils ont un petit peu moindre questionnement à venir nous poser des questions, à venir nous voir, à venir en discuter. Ça, c'est Et important. alors, vous êtes où? On vient vous voir où? On tape à votre porte? On prend rendez-vous? Comment ça Oui, marche? non, non, à l'université de Bretagne occidentale, par exemple, eh bien, il y a comment dirais-je, une procédure, enfin, hein, oui, une procédure pour finalement nous contacter avec notre numéro de téléphone, notre mail, etc., quoi. Bon, eh bien, on reviendra sur cette procédure concrète tout à l'heure. Mais de quels moyens, finalement, Gilles Salbert, ça fait beaucoup de choses, hein, ce que vient de nous dire Claude Oui, Ferrex, c'est c'est beaucoup de qu'il choses, y oui. avait quand même pas mal de, pas mal de domaines d'action. De quels moyens disposez-vous pour mener à bien tous ces, Gilles Salbert, toutes ces actions? Comment vous faites? De quels moyens? Alors, on, dis- Humain, par exemple. on dispose d'un peu de temps. Par exemple, moi, j'ai une décharge d'enseignement qui fait que ça permet de me libérer un petit peu de temps pour Ouais. travailler sur ces questions-là. Alors, les cas sont pas tous demandeurs de beaucoup de temps. Il y a des cas qui sont réglés très rapidement et d'autres qui s'étalent sur des années. Mais ça me permet, moi, d'être disponible, en tout cas. Après, il n'y a pas de moyens humains autres que moi-même Ah oui. associés à ce travail. Et je pense que Claude est dans la même situation. Oui. Mm. Par contre, on a des réseaux, quoi. Des Voilà, réseaux, voilà. on peut évidemment se faire aider dans le cas où la situation devient complexe, trop complexe à gérer. On peut monter un comité ad hoc avec des experts qui vont aider à la prise de décision, etc. Et donc là, effectivement, on est secondé dans notre travail, mais il y a pas de moyens humains affectés ni de moyens financiers affectés au travail du RIS. Euh, voilà.
Ok, non mais c'est important de redonner ces éléments de contexte parce qu'évidemment ça signifie du coup que bah, tout prend du temps. Quand on n'est pas très nombreux pour gérer les soucis et ou les questionnements, c'est forcément sur le temps que ça va se jouer. Alors réponse du petit sondage que j'ouvrais au début de cette conversation. Avant ce webinaire, aviez-vous déjà entendu parler des référents intégrés, à l'intégrité scientifique? Oui, 47%, non 53%. Il y a plus de 100 personnes qui ont répondu sur cette question. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gilles Salbert, Claude Ferrec, ce petit sondage finalement sur la visibilité de la mission du RIS? Peut-être que on fait pas assez d'actes de formation au niveau des masters. Je sais que j'en fais ici à Rennes pour 3 masters, mais ça couvre pas l'intégralité des masters. Donc peut-être qu'eux ne sont pas suffisamment informés avant d'arriver en doctorat de l'existence des référents et des règles aussi liées Je à pense que la. c'est assez récent aussi finalement, hein, comment dire, la création des RIS n'est pas très ancienne finalement, elle n'est pas peut-être pas très connue encore, donc je pense on a peut-être des efforts de communication à faire, ouais. Même au niveau des établissements eux-mêmes d'ailleurs. Et il y a des formations en master à Ben, Brest? je interviens aussi dans un ou deux masters, oui, mais c'est assez récent quand même tout ça, hein, finalement. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'en parlait presque pas finalement, hein, des risques, hein. Mm. Hmm. Alors, il y a des questions qui remontent sur les cas concrets. Alors, c'était une question que j'avais prévue dans la suite de notre conversation, mais on va le faire maintenant puisque les sujets sont remontés tout de suite. Alors, question pour Claude Ferrec. On me demande dans le chat, on vous demande concernant l'exemple que vous mentionniez de chercheurs, de chercheuses qui ne déclarent pas être également financés par une industrie, par exemple pharmaceutique. Avez-vous été confronté fréquemment à de tels cas? Comment se passe le processus de détection et qu'est-ce qu'on fait après hein, sur la question de la déclaration des intérêts qui peut être parfois, ça peut arriver, pas complètement transparent. Alors, j'ai pas été réellement confronté directement, mais aujourd'hui, quand on communique dans un congrès, tous les scientifiques qui communiquent leurs résultats dans un congrès, il y a une déclaration et on commence par une diapositive de déclaration de liens d'intérêt, par exemple, ou de financement par des institutions diverses et variées, de manière à ce qu'il y ait une transparence finalement qui apparaisse et où il peut y avoir des conflits et on l'a vu dans un certain nombre de procès qui ont été assez médiatisés sur procès Médiagène où on s'est aperçu que finalement certains experts n'avaient pas déclaré leur conflit d'intérêts avec telle ou telle industrie pharmaceutique. Voilà. Mais c'est souvent rétrospectivement, finalement, Oui, quand il y a une enquête, que l'on peut s'apercevoir de cela, quoi. ouais. C'est-à-dire que les RIS, c'est la question qui est posée dans le chat, ont-ils les moyens ou d'autres de détecter en amont ce genre de conflit d'intérêts? Non. Non, 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 À ça moins que c'est. quelqu'un vienne vous faire taper à votre porte en vous disant, lui, il n'a pas dit qu'il était Ouais, ceci. Mais c'est un peu de la délation. ouais. Dans les affaires un peu récentes qui ont été très médiatisées, vous savez, le professeur Raoult, au moment du Covid à Oui. Marseille, qui, à l'évidence, n'avait pas les consentements qui n'étaient pas passés devant Hmm. la validation de ces protocoles, etc. Donc, rétrospectivement, effectivement, tout cela est ressorti avec vraiment des manquements à l'intégrité scientifique dans toute la production des données qu'il avait pu faire, quoi. Hmm. Question dans le chat sur ces mêmes sujets. Combien de sollicitations avez-vous chaque année sur ces problèmes d'intégrité scientifique pris au sens large? Question à Gilles Salbert, peut-être pour commencer. Finalement, ça représente Alors, combien de sujets, quoi? c'est assez variable, je dirais, entre 3 et 6 sollicitations par an. C'est dans la moyenne des référents intégrité scientifique à l'échelle nationale, à votre connaissance? Oui, oui, il y a des études par l'Office français de l'intégrité scientifique, là, qui référence justement ces Donc c'est sollicitations. 3 à 6 par an. Et ouais, c'est à peu près ça, ouais. Bon, je vous pose pas la question de savoir si c'est trop ou pas, parce que vous allez me répondre que c'est toujours trop, j'imagine. Encore des cas. Non, non, non. Alors, je sais Hein? pas combien tu en as. Non, c'est à peu près trois quatre par an aussi. Et,
Alors, il y a des choses qui prennent peu de temps, finalement, c'est plus de la concertation, de la discussion avec des collègues qui sont en conflit, ou des choses comme ça, ou qui ont euh, certains qui s'imaginent que finalement leurs idées ont été un peu exploitées, pillées, et ça peut aller assez vite. Et puis, il y a des dossiers qui sont beaucoup plus lourds, quoi, qui prennent plusieurs mois, parce qu'il y a une suspicion de fraude, parce qu'il y a une suspicion d'image truquée, parce qu'il y a une suspicion, effectivement. Mm. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre ouais, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais donc, je dirais entre 3 et 5 par an, Ouais. peut-être. Mais je pense qu'on sera de plus en plus confronté quand même à des demandes. Ah, vous pensez que maintenant que Ah la ouais, boîte de Pandore a été ouverte, les ouais, choses ouais, vont je se pense. Ouais. développer? Ouais. Mais ça, du coup, ça doit signifier une augmentation justement des moyens, quels qu'ils soient, pour traiter ce genre de sujet, parce que sinon vous êtes complètement débordé, j'imagine, les RIS. Pas vous simplement, mais tous les RIS à l'échelle nationale. Ben, on hérisse en tant que personne morale finalement, mais moi j'ai deux collègues qui peuvent m'aider sur certains domaines particuliers. D'accord. Bah, c'était la question de Flavie d'ailleurs dans le chat. Un seul référent intégrité scientifique par université, par établissement. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes ressources sur l'intégrité scientifique à d'autres niveaux des universités? Par exemple, un référent, une référente intégrité scientifique dans une composante. Est-ce que ça existe? Mm. Pas chez nous, en tout cas. Alors, peut-être qu'à Brest, ça existe, mais après, il y a des référents dans les unités, mais qui ne sont pas des référents officiels, Voilà. comme on peut Ouais. l'être, mais qui sont au sein des unités de recherche pour bien aider, donner des conseils au sein de ces unités, Hmm, mais qui n'ont pas un pouvoir d'investigation, par exemple. Donc, d'accord. c'est Euh, pas d'autres personnes sur lesquelles nous appuyer. Par contre, encore une fois, quand il y a un dossier qui est très complexe, on peut constituer un comité avec Mhm. des experts qui vont aider justement à la prise de décision, enfin, l'analyse en tout cas. Allez, on va rentrer dans quelques instants plus en détail dans la conversation sur des cas concrets et puis des procédures et des conséquences de tous ces dispositifs pour améliorer l'intégrité de la recherche en France. Petit sondage, vous savez que j'aime beaucoup les sondages, moi, à l'opinion, pardon, à toutes celles et ceux qui nous écoutent justement avant de parler de ça. Je voudrais juste que vous me disiez, vous toutes et tous qui nous regardez, à titre personnel, dans le cadre de votre thèse, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous questionner sur la dimension éthique de telle ou telle pratique de recherche, c'est-à-dire à votre échelle, j'allais dire dans votre laboratoire ou dans le laboratoire voisin, mais en tout cas à proximité. Est-ce que c'est quelque chose qui est un questionnement plus ou moins récurrent? Voilà, je laisse la question ouverte, je vais la laisser ouverte suffisamment longtemps pour que j'aimerais bien que tout le monde puisse y répondre. Donc jamais, quelquefois, souvent, très souvent, hein, vous êtes plus de 130 au moment où on parle, donc ce serait bien si tout le monde pouvait jouer le jeu, même si c'est pas forcément une question complètement simple. Et pendant ce temps-là, pendant que vous répondez, je vais lancer donc ce deuxième temps sur les procédures, c'est-à-dire, OK, on a des référents intégrité scientifique, vous en avez rappelé les missions, vous avez donné quelques exemples concrets de ce qui pouvaient être les sujets que vous abordiez, le nombre de sujets que vous abordiez, mais comment finalement on peut saisir le risque? Est-ce que moi, en tant que doctorante, en tant que doctorant, je peux faire une demande anonyme, par exemple? Est-ce que je peux vous rencontrer simplement? Finalement, c'est quoi la toute première étape? Ah, c'est un contact d'abord, hein, qui peut être simplement un contact par téléphone ou par mail, et puis une rencontre physique pour lorsqu'il y a un scientifique qui a un problème, qui est confronté à un problème ouais, est un peu difficile. Donc oui, il faut à un moment donné qu'on ait un échange qui soit physique pratiquement, qui soit complet je ne vois pas traiter quelque chose d'anonyme en fait Donc, il ne peut pas y avoir de dans ce cas-là. déclaration anonyme, de mail anonyme. On vous envoie, Gilles Salbert, Claude Ferrec, un mail anonyme en disant dans ce labo, il se passe quelque chose de louche, avec quelques détails. Vous ne pouvez pas aller plus loin. En fait, Ah, non. c'est Le, difficile, hein. pardon. Allez-y, Gilles. Le signalement ne doit pas être anonyme, a priori, Hmm. pour qu'on puisse le prendre en considération. Par contre, la personne qui effectue le signalement, si on le juge recevable, peut demander à garder l'anonymat au cours de la procédure, tout au long de la procédure. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on peut faire, même si c'est un peu difficile
de garder cet anonymat. Tout le monde peut aller vous voir ou est-ce qu'il faut être scientifique, ingénieur de recherche, doctorant pour le faire? Tout le monde peut venir voir un RIS à partir du moment où il a connaissance d'une potentielle méconduite scientifique. Hmm. Toute personne peut aller solliciter un RIS, bien entendu. Sur cette première prise de contact, est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de sous-utilisation des risques au sens où, par exemple, notamment les doctorantes, les doctorants, craigneraient de faire appel à lui? Alors, je parle de ceux qui avaient connaissance, hein, évidemment. Quand on n'a pas connaissance du risque, on craint, il y a pas de problème. Mais voilà, on est doctorant, on connaît le référent intégrité scientifique, on a un doute sur ce qui se passe dans son labo, mais par crainte des conséquences éventuelles sur son parcours de recherche, on n'y va pas, on hésite. Est-ce que ça, vous avez des informations, des intuitions qui vous permettraient, Claude Ferrec, Gilles Salbert, de vous dire, il y en a beaucoup, il y en a peu? Ah, Euh, Claude Ferrec, vous vouliez répondre? Ben, c'est difficile de répondre, hein, parce que Ouais. c'est vraiment difficile de quantifier un petit peu cette sous-déclaration parce que je pense effectivement qu'il y a peut-être des jeunes scientifiques, des doctorants en particulier qui sont en difficulté par rapport à leur encadrement et puis qui n'osent pas réellement euh, aller creuser quelque chose qui leur pose problème. Donc, très clairement, ouais, je pense que et on voit bien avec le sondage que vous avez fait, là, il y a quand même 50% des gens qui ne connaissent pas notre existence déjà. Donc, ça Ouais. fait, Mm. ça pose problème quand même quelque part parce qu'effectivement, on touche quand même que finalement la moitié des gens qu'on devrait toucher normalement, quoi. Mm. Alors du coup, la réponse à la question que je posais il y a quelques instants, dans le cadre de votre thèse, vous est-il arrivé de vous questionner sur la dimension éthique de telle ou telle pratique de recherche dans votre labo? 17% jamais. 44% des gens qui ont répondu à ce sondage disent quelquefois, 27% souvent et 13% quand même très souvent. Ah oui. Pour donner, alors bien Mhm. sûr, c'est tout sauf Mhm. rigoureusement scientifique comme statistique, tout ça, c'est Mhm. juste un contact qu'on a avec toutes celles et ceux qui nous regardent. Mais c'est intéressant de savoir un peu Mhm. euh, avec donc, de quel type de préoccupation il s'agit. Et apparemment, c'est une préoccupation réelle. On va poursuivre et puis ensuite, je vois des questions sur l'intelligence artificielle. Alors, j'ai encore un Mathieu Test. Donc, si la personne qui a posé la question sur l'intelligence artificielle pouvait me dire dans le chat qui elle est, parce que là, encore du Mathieu Test, ça va pas du tout. On va parler d'IA dans quelques instants. Gardez la question. Avant, on va juste adresser une ou deux questions de procédure parce que c'est quand même aussi pour ça qu'on fait ce webinaire. C'est quoi les grandes étapes de constitution d'un dossier et combien de temps ça prend, hein? Si on prend un exemple lambda, disons, allez, parlons d'une question d'autorat. Comment vous y prenez? Parce que là, pour l'instant, on est encore au signalement. On n'a pas parlé de saisine. On va dire peut faire la saisine. Et puis, quelles sont les grandes étapes et le temps que ça prend? Je vous propose de faire ça à deux voix. Gilles Salbert pour commencer, Claude Ferrec ensuite. Donc on a parlé de signalement, c'est effectivement l'acte initial qui va déclencher la réaction du RIS euh, et qui va décider en fonction des informations qui lui sont données si il y a effectivement pertinence à saisir le RIS par rapport aux faits qui sont énoncés. Et donc il y a cette première phase de validation des allégations ou de la pertinence en fait de cette allégation. Et donc là, le RIS va pouvoir se saisir. Alors, il peut aussi s'auto-saisir, c'est quelque chose qu'on n'a pas discuté, mais si le RIS lui-même a des informations, il peut s'auto-saisir sur un cas et lancer une procédure. Mais sinon, c'est par allégation ou signalement initial. Donc, il y a la phase d'enregistrement, de validation, de communication à la personne qui a émis ce signalement qu'effectivement, on ouvre une instruction. Ensuite, il va falloir décider si l'instruction est monoris ou pluriris, et ça va dépendre des personnels impliqués euh, dans le manquement. Si par exemple, il y a des personnels universitaires ou CNRS, eh bien, il va falloir que ce soit co-instruit par des RIS à la fois de l'université et des RIS du CNRS. Donc, il y a cette phase comment dire, de gestion du mode d'instruction qui est mis en place.
Et puis après, il y a toute l'analyse des preuves qui peuvent être apportées par les uns et les autres, parce que c'est une procédure qui va être contradictoire, bien évidemment. Donc les personnes qui sont soupçonnées de méconduite vont être sollicitées, vont avoir leur réponse aux allégations, etc. On va construire un dossier progressivement qui va prendre la forme d'un pré-rapport. Et ce pré-rapport sera soumis aux deux parties pour cross-validation ou correction éventuelle de ce qui est énoncé. Et ce pré-rapport, une fois validé, corrigé ou amendé par les protagonistes, va devenir un rapport final avec des recommandations qui sera transmis à la présidence de l'établissement euh, en question. Et ça prend combien de temps, Claude Ferrec, en moyenne, une procédure, une instruction de dossier? Bon, les cas sont variables, j'imagine, mais si on peut donner un ordre d'idée. Oui, c'est très variable. Ça peut prendre, euh, ouais, en général, quelques mois quand même, parce il faut entendre les différents intervenants, il faut faire ce pré-rapport, il faut, ouais, je pense que 3 à 6 mois souvent sur un dossier quand même qui est un petit peu compliqué. Mm. Ouais. Gilles Salbert, c'est même son de cloche? Alors, le plus court dossier que j'ai eu à traiter, ça a duré 15 jours. Donc ça, j'étais ravi parce que c'est pas souvent. Et sinon, bah, j'ai des dossiers, ça fait 3 ans que je suis RIS et il y en a qui durent encore parce que Ah oui. les dossiers sont parfois clos, mais il y a contestation, etc. Ça veut dire qu'il y a des sujets insolubles? Il y a des sujets qui sont parfois, ouais, on se demande s'ils seront effectivement un jour résolus. Mhm. Et ça, c'est lié à la personnalité des, des gens qui lancent les allégations et qui ont Dans ces- tendance à revenir en Ouais. boucle. Mhm. C'est Dessus. pas le cas, heureusement. Mhm. A en tête qui, effectivement, dure depuis très longtemps. Est-ce que la procédure interne à l'établissement épuise les autres voies de recours? Je constate quelque chose dans mon labo, je me considère victime d'une méconduite scientifique, on peut parler d'autorat ou de plagiat, voilà. Est-ce que toute la procédure est rien que, enfin, toute la procédure est réduite à celle qu'on peut avoir devant un RIS ou pas? Non, bien sûr, on peut aller en justice. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein. Il y a des actions, des risques qui sont menés en parallèle euh, d'actions en justice. C'est c'est assez fréquent. Je ne sais pas si à Brest c'est aussi le cas, mais Oui, j'imagine. oui, il peut y avoir finalement dans des conflits une partie des opposants qui prend un avocat, par exemple, et puis qui effectivement va directement en justice, hein. Ça, c'est possible aussi, ouais. Mm. Hmm. On va s'approcher de la fin de notre échange et je voudrais qu'on donne la parole à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos remarques dans l'espace questions et réponses, évidemment. Chère doctorante, cher doctorant, je ne sais pas s'il y a des docteurs aussi, je dis à chaque fois doctorant, doctorante, mais il y a peut-être aussi des docteurs et docteureux après tout, peut-être. Quand le RIS arbitre des cas d'université dont il fait partie, comment ça peut se passer? Est-ce que parfois on trouve nécessaire le fait de dépayser la question en allant euh, évoquer ce sujet dans d'autres instances ou auprès d'autres RIS? Est-ce qu'à votre connaissance, c'est arrivé ça? Oui, ça m'est arrivé, moi, l'année dernière, parce que, bon, j'étais émérite, mais il y avait une affaire dans le laboratoire que j'avais dirigé, et j'estimais avec mes collègues qu'on pouvait mener l'instruction, et finalement, il y a eu une contestation quand même, et donc ça a été déporté. Donc, effectivement, il peut y avoir une discussion sur le fait qu'il y a une proximité enfin, une proximité qui existe entre le risque, par exemple, et puis et les personnels du laboratoire dans lequel il y a un problème. Donc ça peut arriver, ouais, ça peut arriver, et à ce moment-là, effectivement, on déporte l'affaire sur un autre collègue, un autre RIS dans une autre université ou dans une autre institution. Hmm, très Ça, bien. c'est effectivement un des cas de départ. Il y en a un autre qui est si une personne de la direction de l'université est impliquée dans le cas en question, Mhm. le risque doit se déporter. C'est Mhm. un risque d'un autre établissement qui va prendre le relais.
Très bien. Alors, pour terminer cet échange, puis après on va prendre les questions, je vous ai proposé de nous dire chacun quel était le sujet, l'actualité que vous avez envie d'évoquer s'agissant d'intégrité scientifique. En matière d'intégrité scientifique, quel fait marquant a fait pour vous l'actualité en 2025? Ça peut être une affaire qui a défrayé la chronique, ça peut être un nouveau texte réglementaire, un livre, un rapport, etc. Qu'est-ce qui vous viendrait spontanément à l'esprit d'abord, Gilles Salbert? Alors, moi, j'avais envie d'évoquer quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est la question des sanctions disciplinaires. Parce qu'effectivement, à l'issue de la remise du rapport, le président d'université peut décider de saisir la commission disciplinaire pour demander des sanctions si nécessaire. Mais c'est quelque chose qui est pas forcément facile à mettre en Oui, œuvre. Et il y a aussi beaucoup d'auto-inhibition du côté des instances qui ont parfois peur peut-être de punir, entre guillemets, mais de sanctionner en tout cas, des méconduites. À tel point qu'il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques années, qui a été relancée cette année, d'une chimiste française qui avait fraudé, enfin, modifié des résultats, inventé des résultats, réutilisé des courbes dans plusieurs articles. Hein. C'était plusieurs, je crois que c'était entre 15 et 20 articles qui ah oui. étaient Hmm. en question ou questionnés. Et finalement, ben, le CNRS a sanctionné de 2 mois d'interdiction de travailler au CNRS. Mais plusieurs mois après, cette affaire a été relancée par des gens qui ont dit, mais attention, il y a d'autres articles qui sont potentiellement impactés. Il y a une deuxième enquête. Et à l'issue de cette deuxième enquête, finalement, la personne a écopé de 2 ans d'interdiction de travailler au CNRS. Donc on sent qu'il y a, mais il y a plein d'exemples comme ça, en fait, qui montrent que les institutions ont sûrement par peur de la mauvaise publicité que, que ça peut faire, Hmm. ont peur de sanctionner réellement les, les manquements graves. Là, je parle uniquement de manquements graves que sont les fraudes, en fait, scientifiques, qui, heureusement, sont une petite part de nos activités, mais ça existe. Voilà. Très bien, merci pour ce point. Alors, je voulais vous donner la parole également, Claude, pour savoir qu'est-ce qui vous marque sur les sujets d'intégrité scientifique en ce moment. Et je crois que vous allez nous parler d'intelligence artificielle. Et du coup, j'en profite pour lire la question de Benjamin tout à l'heure que j'ai proposé de mettre de côté. Benjamin dit, j'ai entendu parler d'articles scientifiques, entre guillemets, totalement inventés par une IA, citant des auteurs tous inventés, des publications plus vraies que nature. Et on parle bien de publications qui ont fini à apparaître, voilà, publiées dans des revues ayant pignon sur rue. Comment peut-on lutter contre cela? Comment ne pas se faire tromper à l'insu de notre plein gré, nous dit-il. Oui, c'est vrai que c'est un sujet, bon, aujourd'hui, qui est d'actualité, hein, l'intelligence artificielle, qui est vraiment, qui nous a envahis depuis quelques années maintenant et qui, dans les laboratoires et à la fois dans les unités d'enseignement, aujourd'hui, on est confronté quand même à cette réflexion de savoir finalement est-ce que un travail a été réellement fait par l'auteur qui est proposé, est-ce que les résultats ont été complètement personnels ou est-ce qu'ils ont été très améliorés par le support de l'intelligence artificielle. Donc moi, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il va falloir que enfin, il y a déjà une réflexion qui est importante, hein, mais et on recommande déjà finalement dans les articles que les gens citent leurs sources et le fait qu'ils se soient aidés de l'intelligence artificielle. Donc il va y avoir une transparence au moins dans ce qui a été fait, mais on voit bien que c'est un outil tellement puissant qu'il va nous poser problème certainement pour à la fois en sciences et aussi dans les sciences de l'enseignement, hein. Hmm. Dans le chat, je veux bien que vous me disiez si vous avez déjà au moins une fois utilisé ChatGPT pour faire
de la recherche. Alors, ça peut inclure, alors quand je dis ChatGPT, ça peut être Mistral ou autre, hein, mais il se trouve que malheureusement, statistiquement, malheureusement ou pas, enfin en tout cas statistiquement, c'est bien cet outil qui est le plus utilisé. Je veux bien que vous nous disiez dans le chat, là, comme ça, si un bâton rompu, si c'est un outil que vous utilisez plutôt fréquemment, l'IA, dans votre activité de recherche, que ce soit pour faire des résumés, que ce soit pour proposer des contenus. Non, jamais, jamais utilisé tout court. Voilà, il n'y a pas de honte, hein. Ça n'est pas enregistré. Pour l'instant, les gens me disent, ah, si, ça y est, François dit utiliser fréquemment, uniquement pour les traductions. Oui, non, oui, non. Ah, il n'y a pas tant de monde que ça qui me répond. Oui, oui, fréquemment, nous dit Anne, notamment pour l'aide à l'écriture en anglais. D'accord, effectivement. Oui, pour la traduction des textes, nous dit Gaëla, etc. Gilles Salbert, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle secoue l'éthique scientifique aujourd'hui? En quoi diriez-vous que c'est à la fois dans la partie enseignement et la partie recherche, c'est un outil qui va nous contraindre à faire un effort conceptuel et à changer des pratiques pour passer la vague. D'un point de vue enseignement, par exemple, nous, on a constaté effectivement une utilisation de plus en plus massive de l'IA pour répondre à des questions posées, par exemple, ne serait-ce que dans un compte-rendu de travaux pratiques. Les étudiants en troisième année utilisent l'IA maintenant pour répondre à ces questions. Alors que c'est pas du tout l'objectif, c'est de les faire réfléchir, pas d'utiliser Ouais. une information qui leur vient par ChatGPT, par exemple. Ouais. Il va falloir qu'on retravaille du côté enseignement, effectivement, à nos façons d'évaluer le travail des étudiants pour que la part personnelle soit la plus importante possible. Après, en termes il y a des règles qui sont imposées par les journaux en recherche, par exemple. Certains demandent à ce qu'il n'y ait pas du tout d'IA à utiliser, d'autres autorisent l'utilisation d'IA, mais il faut toujours reconnaître cette utilisation de l'IA. Ça, c'est important pour les doctorants qui nous écoutent. S'ils utilisent de l'IA, et on a besoin parfois d'utiliser l'IA, ça c'est indéniable, il faut juste reconnaître cette utilisation Et alors, lorsqu'on comment on fait? Il faut le préciser quelque part dans l'article. Il faut par exemple, d'un article, on peut dire, pour telle question, nous avons utilisé l'IA. tout simplement le verbaliser comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Et ça peut être extrêmement justifié, il n'y a pas de problème. Je sais Anne et François dans le chat me disent que certains journaux de rang A obligent à passer par de l'IA pour la correction de l'anglais avant soumission. Alors que là, c'est un cas très spécifique d'usage. oui, Mais quand même, ils fournissent leur. c'est rentré tellement vite dans les pratiques, y compris des éditeurs scientifiques, en quelques années, c'est dingue, quoi. Au point que ça devienne maintenant partie intégrante d'un process éditorial. Mais je sais que les fournisseurs d'IA aussi réfléchissent à mettre des espèces de puces qui seront identifiables euh, dans ce qui ressort de l'IA pour justement éviter ces utilisations illicites de l'IA. Mm. Alors, c'est en cours de développement, mais ça va exister. Parce que la difficulté, c'est de effectivement identifier l'utilisation d'une IA actuellement. Euh, les chances de se tromper sont très élevées, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, c'est très intéressant dans le chat, beaucoup de cas d'usage, beaucoup de codes, beaucoup d'utilisation pour débugger du code, d'utilisation de traduction, évidemment. Florian nous dit, je l'ai utilisé une seule fois pour être sûr de ne pas être passé à côté de romans pertinents pour mon corpus primaire. L'IA m'a donné une liste d'une dizaine de livres avec résumé à chaque fois. Je n'en connaissais aucun. Il s'est avéré que tous les livres cités n'existent pas. Merci Florian, j'adore. Allez, on continue. On va pas que parler d'IA, il nous reste un gros quart d'heure. Je voudrais qu'on l'utilise pour poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, on peut peut-être parler de la remarque de Jean-Pierre Poinsignon, ancien médecin et doctorant en sciences humaines. Je m'interroge sur l'absence de juristes, par exemple dans le cas de divulgation de données personnelles anciennes dont les personnes sont décédées, mais dont les familles sont toujours présentes et intéressées. Waouh, c'est un cas très spécifique, ça. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Non, ça ne vous parle pas, Gilles, ni Claude? Non, pas trop. Claude, médecine. Ouais. La question, c'est la divulgation de données sur des personnes qui sont décédées, par exemple. J'ai l'impression que c'est ça la question. Mais Jean-Pierre, vous pouvez préciser votre question dans Ouais, le chat. on est
on est rattrapé par un problème de consentement quand, sur des problématiques médicales, quand on veut faire, par exemple, une analyse d'un génome sur quelqu'un qui est décédé et dont on aurait encore l'ADN, là, dont on ne peut pas avoir le consentement. Donc là, ça devient finalement quelque chose d'un peu difficile et qui nous était, il y a peu de temps, qui était une barrière en fait, hein. On ne pouvait pas finalement reprendre les ADN de quelqu'un dont on n'avait pas le Hmm. consentement. Ouais. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'ouverture possible parce qu'il y a quand même derrière des informations qui sont importantes, mais c'est des sujets qui sont difficiles. Ouais. Jean-Pierre travaille sur l'histoire des opiomanes, pardon, travaille en histoire sur les opiomanes des officiers de marine. D'où la question qu'il posait à l'instant. Bonjour, les RIS sont-ils Alors attention, vous êtes prêts pour une question à 2000 $? C'est parti. Bonjour, les RIS sont-ils compétents pour intervenir lorsque des disciplines non ou pseudo-scientifiques sont enseignées ou étudiées à l'université? Je pense par exemple à l'homéopathie à l'université de Lorraine. Bim. Ah, il est très en forme, Milo, il avait envie, là. 11h45, il nous réveille. Je ne commenterai pas, je vous laisse la patate chaude. Ouais, le problème de l'homéopathie, c'est qu'on n'a pas de données scientifiques réellement qui nous permettent d'avoir comment dirais-je, des publications, des informations sur les résultats de l'homéopathie. Donc pour nous, c'est vraiment, Et bah, du euh, coup, la question de Milo, c'est pourquoi est-ce qu'on enseigne ça à l'université? voilà. Donc un peu problématique quand même, quoi, hein, euh, cette information, comment dirais-je, cette formation dans les universités pour comment dirais-je, ouais, des thématiques qui sont scientifiquement pas prouvées, quoi. Ouais. Allez, on passe. Lors de mon stage de M1 en écologie du paysage, j'étais en contact avec un postdoc que moi et d'autres stagiaires trouvions créationniste sur certains de ses propos. Place de l'homme dans la phylogénie, déni des ancêtres communs avec le reste du règne animal. Il était généticien. Aurais-je dû, entre guillemets, le dénoncer? Et qu'est-ce qui aurait pu lui arriver? Alors, j'ai l'impression que la réponse est doublement non. Mais non, mais il peut y avoir parfois effectivement dans la communauté scientifique, y compris chez les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs, des cas où on rencontre des personnes qui nous posent des questions sur le plan éthique. C'est-à-dire, est-ce que ça fait l'objet de discussions qu'on peut avoir avec vous, sans même penser à une procédure, ou est-ce que c'est pas le lieu? Non, je pense que c'est le lieu. Il y a tout à fait, ce questionnement mérite d'être échangé, d'être discuté. Et non, non, je pense je pense qu'on est tout à fait là pour cela, hein, pour écouter, pour argumenter, non, non, je pense que c'est vraiment c'est notre job, ça. Mm. C'est vrai qu'on peut en discuter, mais enfin, chacun est libre de ses opinions. On peut être créationniste si on a envie. Après, ce qu'il faut, c'est que la science qui soit publiée soit reproductible et Ce qui est pas très sûr, quoi. voilà, soit Ok. basée sur des expériences qui sont factuellement justes. Question de Jean-Pierre à nouveau, parce que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. En tant que doctorant, bénéficie-t-on d'une protection juridique dans le cadre de ce travail? Je travaille sur des personnes qui certaines sont décédées, etc. Enfin, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'investigation scientifique finalement sur ces sujets liés à la mémoire aussi? La protection juridique, c'est quelque chose de particulier. Il faut en faire la demande, sinon Mm. on n'est pas protégé juridiquement. Il n'y a Comme pas de ça. statut, voilà. Si Mm. on pense qu'on va en avoir besoin, il faut la demander auprès de l'université qui va étudier la question, et éventuellement la donner, cette protection juridique. Très bien. Alors, il y a une question, je voulais peut-être zapper, vous allez me dire. Dans les établissements universitaires où aucun comité d'éthique dédié à la recherche n'existe, par exemple en sciences de gestion, quelles démarches, instances ou dispositifs alternatifs peuvent être mobilisés pour assurer la validation éthique d'une collecte de données ou d'une expérimentation? Et comment garantir malgré tout la conformité aux standards éthiques de la discipline? Qui peut répondre à ce type de questions? Mais là, il doit y avoir quand même des comités d'éthique, j'imagine, non? S'il y a des recueils de données, des choses comme ça, il faut soumettre Alors, à un comité ouais, d'éthique, je pense. Ouais. Ça, c'est une question qui embarrasse un peu l'université de Rennes parce qu'elle est souvent posée. ouais.
l'Université de Rennes n'a pas encore son comité d'éthique. Elle y travaille depuis 2 ans. Alors, il y a un comité d'éthique de la recherche associé au protocole clinique, mais sur des questions de questionnaires en gestion, en tout ce qu'on veut, il y a pas de comité d'éthique. Et donc, il est en train d'être élaboré. Et Et ça prend du temps pourquoi? Parce qu'on a du mal à trouver les profils ou parce que... j'ai pas la réponse. D'accord. Je peux pas vous dire, mais euh, la solution, c'est d'aller taper à la porte d'un comité d'éthique existant et espérer qu'il acceptera de traiter votre dossier. Hmm. Ce qui n'est pas toujours simple, hein, ouais. Très bien. Pour terminer, peut-être, parce qu'on s'approche de la fin, à moins qu'il y ait des toutes dernières questions qui arrivent dans le chat, j'ai pas l'impression. N'hésitez pas à poser vos ultimes questionnements, chères doctorantes, chers doctorants. C'est encore le temps pour le faire. Pour terminer, moi, j'aimerais qu'on donne peut-être quelques conseils aux doctorants qui nous écoutent et qui s'interrogent sur le point de savoir s'ils doivent contacter ou non un RIS, voilà, sur ce type de questionnement. C'était une table ronde sur les référents intégrité scientifique, donc je voudrais qu'on termine aussi avec vous. Quels conseils on donne sur ce plan? Moi, je pense qu'il ne faut pas que les étudiants, et en particulier les doctorants, aient un frein quelconque à nous Ce consulter, bride, en ouais. fait, hein. Il faut vraiment que la porte soit ouverte et que s'il y a des choses qui leur posent problème, qu'ils viennent s'en ouvrir et puis que l'on puisse en discuter. Je pense que c'est la meilleure solution, en fait, hein, parce que Mm. euh, oui, oui, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je suis assez d'accord là-dessus. Après, avec peut-être un bémol qui est que si la personne incriminée apprend que le doctorant est allé voir le RIS, ça peut Mm. éventuellement envenimer la situation. Moi, ce que je conseillerais d'abord, avant d'aller voir le RIS, c'est éventuellement de discuter autour de soi de ce qu'on a vu, de ce qu'on croit avoir compris comme étant une méconduite scientifique, qui ne l'est pas forcément hein, à la base, c'est une suspicion. Euh, D'en discuter autour de soi avec des doctorants, collègues, et puis aussi éventuellement en parler avec la personne incriminée directement en disant, ah oui, mais toi tu fais comme ça, est-ce que c'est bien la meilleure façon de faire? Essayer de changer les choses avant d'aller voir un risque, parce qu'il y a toujours un risque de dérapage, entre Oui, de guillemets. débordement. Allez, Des- Une fois qu'on a franchi le pas d'aller on va voir le... s'appro- Et il faut en parler de toute façon. C'est clair. on a juste le temps peut-être de répondre à deux questions. Je voudrais vous les partager et puis je vous propose de nous faire des réponses brèves. D'abord, j'ai zappé une question. Pense-t-on le conflit d'intérêts pour les sciences humaines et sociales dans les mêmes termes que pour les sciences naturelles ou physiques? Sur cette notion de conflit d'intérêts, est-ce que la règle est la même pour toutes les disciplines? Pour ce qui me concerne, oui, j'ai fait une intervention justement dans un master de sciences sociales et je me suis aperçu que finalement c'était des domaines qui étaient très éloignés de ma pratique quotidienne et que les questionnements étaient un peu différents. C'est vrai que, et là, je m'appuie sur un collègue qui a plus d'expérience que moi dans les sciences humaines parce que c'est vrai que le questionnement est différent. Hmm. Vous partagez ce point de vue, Gilles? Ouais, je pense, enfin, les questions sont différentes, mais après, le conflit d'intérêt, ça reste un conflit d'intérêt. Hmm. Pas forcément visible de la même façon. Mais oui, Ouais. Et Flavie nous dit dans le chat, toute question liée à la collecte de données personnelles est cadrée par le RGPD, donc par défaut, voir avec la CNIL s'il n'y a pas d'instance plus proche. Voilà, je vous fais ce partage de remarques. Anne, dernière question. Y a-t-il une réglementation éthique sur les demandes de financement, de bourse? Les demandes de financement, les demandes de bourse. Ou bien chaque bourse, chaque appel à projet, programme de financement, élabore ses propres contrôles. Par exemple, on demande un financement pour un projet et le projet évolue et l'argent n'est finalement pas dépensé pour ce projet, que ce soit volontaire ou involontaire. alors ça, c'est du contrôle a posteriori. Ouais, j'imagine. Il y a effectivement des contrôles. Ils sont pas systématiques, hein, mais il y a des contrôles qui vont regarder dans les grandes lignes. Est-ce que, par exemple,
j'avais prévu de faire du séquençage et puis j'ai bien fait du séquençage. J'ai dépensé tel argent. Hmm. Mais on va pas, je pense pas que les organismes qui vont contrôler vont vérifier si vous avez séquencé de la mouche ou du Oui. ver. Hmm. Pas aller dans le détail. Mais dans les grandes lignes, oui, c'est quand même, il y a un contrôle possible, Ouais. mais qui n'est pas systématique. Très bien. Eh bien, écoutez, je vois pas d'autres questions dans le chat, pour l'instant en tout cas. J'en ai pas d'autres non plus. On a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Vraiment, un merci à vous deux, Gilles Salbert et Claude Ferrec. Je rappelle que vous êtes référé à l'intégrité scientifique et probablement qu'à la suite de cette conversation, vous aurez peut-être des doctorantes ou des doctorants qui viendront vous voir. J'espère en tout cas que ça aura aussi servi à ça. Euh, J'étais en train de faire ma conclusion, mais je vois que je pense que c'est Benjamin qui pose une toute dernière question. Est-ce qu'on la prend? 55. Oui, on peut. En faisant ma bibliographie, je suis tombé sur un graphique très intéressant et qui était très souvent repris dans les introductions de toutes les autres publications. J'ai voulu remonter à la source en vain. Du coup, je n'ose pas utiliser ce graphique dans mes introductions, comme tout le monde. Ah, puis-je l'utiliser? Sinon, par quoi le remplacer? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question, ça. Est-ce que parfois, pour être éthique, il suffit juste de faire comme fait tout le monde? On Après, peut a priori, il faut sourcer ces informations, je pense, dans le travail scientifique quand même. pas identifier l'origine du graphique. En théorie, on peut pas en parler. Voilà. Mais par contre, ce qui est dingue, c'est que plein de gens, si je comprends le commentaire, plein de gens dans son entourage scientifique le font. Bon, bref, on va arrêter là, mais c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, je voudrais remercier toutes et tous qui nous avaient suivis tout au long de ces 2 heures et demie, de toutes vos questions et de vos commentaires. J'en ai pas lu la moitié parce que vraiment, c'était hyper riche.